Bonjour et merci de nous retrouver. Vous le savez, demain, Barack Obama arrive dans la région. Il y a 4 ans, son premier coup de fil, c'était pour Mahmoud Abbas. Son premier discours, c'était au Caire. Aujourd'hui, en tout cas en apparence, les choses semblent avoir changé. Sa première visite, ce sera en Israël. Barack Obama qui arrive demain, analyse avec Yitzhak Levanon en première partie de cette édition. Et puis en seconde partie d'émission, on se tourne vers l'Afghanistan qui fait son cinéma. On en parlera avec Charlotte Seknazi. Place tout de suite au point sur l'actualité avec Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie. Vous nous montrez ce matin une jolie photo de famille. Effectivement, le nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou a obtenu lundi soir l'investiture du Parlement à 2 jours de la visite du président Barack Obama en Israël. 68 députés sur 120 ont voté pour ce gouvernement et 48 ont voté contre. Après le vote, les ministres ont procédé à la prestation de serment à tour de rôle devant l'hémicycle avant de se réunir pour le premier conseil des ministres dans l'enceinte du Parlement. Barack Obama sera en Israël mercredi. Il se rendra également à Ramallah en signe de soutien au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Washington et Jérusalem aujourd'hui ne cachent pas leur scepticisme quant à une reprise du dialogue israélo-palestinien, mais également quant à l'avenir politique, notamment du président de l'autorité palestinienne, 78 ans. Ces points doivent être soulevés lors de discussions prévues entre Obama et le Premier ministre Benyamin Netanyahou. C'est une première depuis le début du conflit syrien. L'aviation syrienne a bombardé pour la première fois lundi le Liban, plus précisément dans le nord du pays. Une porte-parole du département d'État, Victoria Nuland, a parlé d'escalade significative dans les violations de la souveraineté territoriale libanaise dont la Syrie se rend coupable. La France a elle aussi condamné les bombardements, dénonçant une escalade et une nouvelle et grave violation de la souveraineté du Liban. Et pendant ce temps, l'opposition syrienne était réunie à Istanbul pour choisir un Premier ministre afin de gérer les territoires de Syrie conquis par les rebelles hostiles au président Bachar el-Assad. Et c'est Ghassan Ito qui a été nommé Premier ministre intérimaire par l'opposition syrienne. Ghassan Ito, un cadre dirigeant d'entreprise de haute technologie, a longtemps vécu aux États-Unis. Je vous rappelle que la coalition est reconnue par des dizaines de pays comme le seul représentant légitime du peuple syrien. L'ex-président français Nicolas Sarkozy va se rendre à Tripoli où il doit rencontrer le Premier ministre Ali Zedane. C'est ce qu'on a appris de sources gouvernementales libyennes. L'ancien président qui avait joué un rôle essentiel lors de la révolution libyenne contre Kadhafi a fait savoir qu'il se rendait dans le pays dans le but d'honorer une promesse faite aux autorités libyennes. Selon le chef du conseil local de Tripoli, Sadat Al-Badri, Nicolas Sarkozy répond à une invitation qui lui avait été adressée par le conseil en 2012. Nicolas Sarkozy sera accompagné de son ancien ministre des Affaires étrangères Alain Juppé et d'un autre ancien ministre UMP, Dominique Perben. Cela fait aujourd'hui 1 an, jour pour jour, que le tueur au scooter Mohamed Merah a commis l'horreur en assassinant à bout portant Myriam Monsonego, 7 ans, Jonathan Sandler, 30 ans, professeur au Zaratora, et ses 2 fils, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans. Des centaines d'anonymes sont venus rendre hommage aux victimes innocentes de ce bourreau. Retour sur les faits en images. Ce qui a frappé à Toulouse, c'est un mal terrible. Il a un nom et il doit être prononcé. C'est l'antisémitisme. Début des cérémonies à Toulouse. François Hollande est le premier à s'être rendu dimanche dans la ville rose, marquée à vif il y a 1 an par l'assassinat de 3 enfants juifs et un professeur du lycée Ozaratora. Au matin du 19 mars 2012, la France tout entière apprend avec effroi les crimes commis par Mohamed Merah, dit le tueur au scooter. Mohamed Merah qui a battu de sang-froid la petite Myriam Monsonego, 7 ans, Gabriel Sandler, 3 ans, Arié Sandler, son grand frère, 6 ans, et leur papa, Jonathan Sandler, est professeur au lycée, 30 ans. Autre victime, 3 hommes portant l'uniforme de l'armée française, les parachutistes Imad Ibn Ziaten, tué le 11 mars 2012 à Toulouse, et Abel Chenouf et Mohamed Glegouad, assassinés 4 jours plus tard, le 15 mars, à Montauban. 1 an après, les blessures demeurent. Une marche silencieuse a été organisée en hommage aux 7 victimes dans les rues de la ville, en présence d'anonymes, toutes confessions religieuses confondues, mais aussi de membres de la famille des soldats et enfants assassinés. François Hollande a prononcé un discours attendu et a fait une promesse, celle de lever la zone d'ombre entourant le parcours du terroriste. Merah a-t-il agi seul ou était-il membre d'un réseau plus vaste? Cette question, cette interrogation continue d'être posée. Et la réponse, elle est due aux familles,
mais à la France tout entière. Cette réponse, elle leur sera donnée, et je m'en porte garant. Le chef de l'État a fait part d'un message d'unité de la République et établit un parallèle entre la Shoah et les événements de Toulouse qu'il compare à la rafle du Veldiv. On a recommencé de tuer des juifs parce que juifs, car les enfants de Toulouse sont morts pour la même raison que ceux du Veldiv ou de Drancy, parce qu'ils étaient juifs. Constat enfin de François Hollande, l'antisémitisme n'a pas disparu. Les chiffres dernièrement publiés font état d'une hausse de 58% des actes antisémites. Au-delà des clivages politiques, le président français a enfin salué son prédécesseur Nicolas Sarkozy pour le rôle qu'il a joué dans le dénouement de cette affaire. La lutte contre le terrorisme reste, dit-il, une lutte nationale qui se joue en France et au-delà de ses frontières. L'actualité également au Pakistan. Les forces de sécurité pakistanaises ont arrêté ce week-end un militant islamiste soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat en 2002 du journaliste américain Daniel Pearl. Kari Abdul Hayye, aussi appelé Assadullah, a été interpellé dimanche lors d'un raid dans un quartier de Karachi, mégalopole du sud du Pakistan. Daniel Pearl, 38 ans, correspondant du quotidien américain de Wall Street Journal, avait disparu le 23 janvier 2002 à Karachi. Une vidéo montrant sa décapitation avait été remise un mois plus tard au consulat des États-Unis. Les islamistes nigérians de Boko Haram ont diffusé hier un enregistrement sonore d'un homme présenté comme le chef de la famille Moulin-Fournier, cette famille composée de 4 enfants enlevés en février dernier dans le nord du Cameroun. Dans cet enregistrement, le père Tanguy Moulin-Fournier appelle la France et le Cameroun à tout mettre en œuvre pour leur libération. Dans un communiqué lu en français puis en anglais, il évoque les conditions de vie très dures des 7 otages et transmet une requête déjà formulée par Boko Haram, celle de libérer des prisonniers du groupe islamiste détenus au Nigeria et au Cameroun. Les ministres des Finances de la zone euro se sont dit favorables lundi soir à ce que les autorités chypriotes abaissent la taxe sur les dépôts bancaires pour les petits déposants, à condition que cela rapporte près de 6 milliards d'euros comme prévu. La zone euro ne veut plus taxer les déposants à Chypre ayant moins de 100 000 euros sur leur compte, mais la décision finale reviendra aux autorités chypriotes. Le Parlement doit se prononcer mardi sur le plan de sauvetage qui comprend une taxe exceptionnelle et très controversée sur les dépôts bancaires. Enrique Capriles, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle au Venezuela, s'est engagé à supprimer les approvisionnements en pétrole subventionnés à Cuba, tout en qualifiant Nicolás Maduro, je cite, de marionnette de la Havane. Les cadeaux que nous faisons à des pays tiers vont cesser. Pas une seule goutte de pétrole n'ira financer le régime des Castro. C'est ce qu'a déclaré Enrique Capriles lors d'un discours prononcé devant des étudiants de l'État riches en pétrole de Zulia. Chefs d'État et de gouvernement ont convergé vers Rome pour assister mardi à la messe inaugurale du pape François, premier chef de l'Église catholique venant d'Amérique du Sud, un événement qui doit rassembler des centaines de milliers de fidèles. La capitale italienne accueille un défilé de personnalités parmi lesquelles le vice-président américain Joe Biden, le premier ministre français Jean-Marc Ayrault et Laurent Fabius et les chefs d'État ou de gouvernement de la plupart des pays d'Amérique latine. Merci Elsa pour ces titres. Et nous sommes à présent en ligne avec Daniel Sheikh, membre du parti Atnoa, dirigé par Tzipi Livni. Daniel Sheikh, bonjour. Bonjour. 33e gouvernement, c'est aussi donc le 3e de Benyamin Netanyahou. La presse occidentale ce matin dénonce un gouvernement trop à droite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Trop, c'est un jugement de valeur. De droite, oui, je crois que c'est un gouvernement de droite. Il a un premier ministre de droite. Il est dirigé par un parti à l'écoute Bethlehem qui est de droite. Et je crois que c'est un constat juste. Il est même peut-être plus à droite que le gouvernement précédent, puisqu'il manque la composante du Parti travailliste qui avait quand même... donner un certain équilibre au moins au début, aux premiers mois et premières années du gouvernement précédent. Alors, le conflit israélo-palestinien est en tête de l'ordre du jour de votre parti. Est-ce que vous pensez que la visite de Barack Obama va changer quelque chose à l'impasse actuelle que l'on voit naître dans les négociations ? Je crois que chaque Israélien devrait espérer que le concours de circonstances qui est d'un côté
l'annonce du nouveau gouvernement israélien et l'arrivée du président américain pour une première visite depuis son élection en Israël, avec un ordre du jour qui est régional, certes, avec la question de l'Iran, la Syrie, etc., mais qui aura sans aucun doute aussi une composante importante concernant le conflit israélo-palestinien. Je pense que tout le monde devrait espérer que cela aura, comment dire, la masse critique pour réveiller à la fois l'opinion publique et le sujet lui-même d'une torpeur qui lui a été imposée pendant 4 années d'immobilisme. Est-ce que vous pensez que Tzipi Livni aura les mains libres pour gérer à sa guise ce conflit et ce dossier qui lui a été remis? Vous savez, avec toute honnêteté, évidemment, je l'espère, mais dire qu'elle aura les mains libres, c'est un peu, c'est peut-être un peu illusoire. Je crois qu'elle va devoir se battre pour imposer une politique un peu plus active sur le dossier de la paix avec les Palestiniens. Et je lui fais confiance et je crois qu'elle est capable de se battre pour le faire. J'espère qu'elle trouvera de vrais alliés dans ce gouvernement. Le parti de Yair Lapid, Yesh Atid, a dans son programme et dans ses lignes directrices depuis sa création et pendant toute la campagne électorale, il a inscrit la question de la reprise du processus de paix comme un des sujets principaux. J'espère que Yair Lapid et ses amis vont rester fidèles à leur propre engagement. Daniel Sheikh, merci de ces explications. Merci d'avoir participé à notre matinale. Yitzhak Levanon, bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Je vous voyais faire des signes de tête pendant que Daniel Sheikh était au téléphone. Vous en pensez quoi de cette coalition? Non, je ne parle pas de la coalition. Premièrement, bonjour, Nathalie. Non, je ne parle pas de cette coalition. Tout simplement, je crois que Tzipi Livni n'aura pas les mains libres. Elle aura tout simplement la voie libre de rencontrer les Palestiniens. Mais elle n'aura pas les mains libres parce que c'est le Premier ministre qui va diriger. En plus, maintenant, il y a le petit comité, enfin le comité restreint. Et là où il y a les forces comme Sylvain Shalom ou le ministre de la Défense, etc. Donc ce sont des forces qui vont freiner un tout petit peu, disons, cette possibilité que Tzipi Livni... Et ce Premier ministre, Netanyahou, il a la volonté, il a les moyens de faire la paix? Et les moyens, oui. La volonté, c'est une autre question. Mais je crois qu'en Israël, il y a une conscience qui est généralisée d'ailleurs, que s'il y a un partenaire avec nous, ou si les Palestiniens seraient prêts à faire aussi tel que nous, on nous demande de faire de certaines concessions. Je parle de concessions qui sont dures et difficiles, mais ces concessions doivent venir des deux côtés, oui. Donc s'il y a une certaine possibilité, mais de rester sur... disons, sur leur point de départ et sans changer ceci du tout, ce sera un peu difficile. Et de toute façon, je crois que le président Obama, il est conscient de cela, c'est pour cela qu'il arrive en Israël sans avoir un problème, sans avoir un plan de paix, disons, et qu'il veut imposer sur les deux parties, parce que les États-Unis comprennent que la seule solution serait une solution à l'amiable entre les deux parties, parce qu'elle serait durable. Si ce sera une chose qu'on va imposer aux deux parties, ce ne sera pas durable parce qu'un jour, l'une des deux parties va changer ceci. Alors, on va prendre à présent la direction de l'Égypte. Vous avez été vous-même ambassadeur au Caire au moment même où Hosni Moubarak était renversé. Pourquoi, d'après vous, les tensions continuent encore dans ce pays? Je crois qu'il y a une chose qui est inhérente en ce qui concerne l'Égypte, c'est le problème des frères musulmans, qui existait en Égypte bien avant M. Moubarak, du temps du président Sadat et même du temps de Nasser et même de la monarchie aussi. Les frères musulmans, ils ont un objectif qui est très clair. Mais aussi, ils ont une certaine patience. Ils l'ont prouvé pendant 80 ans, mais maintenant, après les élections, ils sont arrivés à avoir le Parlement, la majorité au Parlement égyptien, qui est dissolu pour l'instant, et ensuite la présidence. Donc, ils dirigent le pays maintenant. Donc, dans leur pensée, ils pensent qu'ils sont près de cet objectif-là. C'est pour cela qu'ils se grippent, disons,
à ce qui se passe. Et ceci n'est pas très bien apprécié par la majorité des Égyptiens qui ne veulent pas voir un État islamiste genre Iran. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la stabilité revienne en Égypte? On parle des aides massives apportées notamment par le Fonds monétaire international. On parle d'un prêt de 4,8 milliards de dollars. C'est ça la solution miracle? Non, je ne crois pas. Même les 4,8 milliards de dollars ne vont pas solutionner les problèmes économiques de l'Égypte. Les problèmes sont énormes. Mais oui, il faut faire plusieurs choses en ce qui concerne l'économie égyptienne. Premièrement, c'est la sécurité. Parce qu'il n'y a pas de sécurité dans les rues. Enfin, disons, si vous avez un investisseur de l'étranger qui veut rentrer et investir en Égypte, il a peur, pas seulement sur son argent, mais il a peur aussi sur son personnel qui doit vivre en Égypte. Donc, si on ne solutionne pas très vite la question de la sécurité, on ne pourra pas avancer dans d'autres choses. La seconde chose, c'est qu'il faut amener les investisseurs, parce que c'est les gros sous. Ce n'est pas les 4,8 milliards seulement. Ce sont des investissements qui vont donner du travail aux gens. Ce sont des usines, ce sont des établissements et des institutions financières qui étaient en Égypte et qui doivent retourner en Égypte. Donc de l'air frais pour le pays. Est-ce qu'on peut parler justement de dépendance de l'Égypte face aux États-Unis ou à l'Occident de façon plus générale? Oui, très clairement, parce que cette dépendance, elle est économique, elle est militaire. Et bon, les États-Unis, ce sont eux qui donnent les armements aux Égyptiens, et ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Russes, ce sont seulement les Américains. Et il y a une dépendance bien sûr économique, c'est l'aide américaine qui arrive, et le Fonds monétaire international, et les banques internationaux, les Européens. Donc l'argent se trouve là-bas, l'argent ne se trouve pas, disons, au Japon ou ailleurs. Il y a de l'argent, mais je ne parle pas de la possibilité de donner de gros sous à l'Égypte, tel que l'on a besoin. Alors Yitzhak Levanot, je vous propose à présent de faire un bond en arrière dans l'histoire. On se retrouve en juin 2009. Le président américain prononce le discours du Caire, un discours intitulé « Un nouveau départ ». Avec une main tendue vers le monde musulman, ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi? Premièrement, c'était à l'époque, en 2009, lorsqu'il a fait son discours. Je vous rappelle tout simplement qu'il y a eu une certaine discussion où le président Obama va commencer son périple, disons, dans le monde arabe et où il va donner le grand discours. On a parlé d'autres pays, on a parlé d'Ankara, de la Turquie, mais en fin de compte, les Américains ont décidé de l'Égypte. Je crois que c'était un bon choix à l'époque. Deuxièmement, je crois que le discours, à l'époque, était un grand espoir dans le monde arabe. Parce que, bon, il croyait dans le monde arabe qu'il y a un nouveau vent qui souffle à Washington après le président Bush, la guerre de l'Irak, les positions prises par le président américain George Bush Jr. Donc, ce nouveau vent qui soufflait a été très apprécié dans son discours-là. Mais je crois que très vite, il y a eu sa déception aussi. Parce qu'ils ont vu que la réalité était complètement différente. Parce que la réalité, en fait, elle est différente. Les États-Unis et le président Obama peuvent faire des discours jusqu'à demain matin, mais il y a la réalité sur place qu'on ne peut pas la changer. Donc c'est très difficile de changer la réalité. C'est ça, de belles paroles qui sont restées finalement sans effet. La réalité, comme vous le dites, est dure à changer. Dialoguer avec les islamistes modérés, c'était finalement le message de ce discours pour freiner l'expansion de l'islamisme fanatique et radical. C'est une stratégie qui a payé, selon vous? Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est un islamiste modéré. Un islamiste, et j'ai fait la distinction entre l'islam et l'islamisme. Un islamiste, c'est un islamiste. Bon, il a son objectif, il a ses idées, il a son idéologie qui sont très claires. Donc, je ne vois pas la distinction entre modéré et non pas modéré. Si les États-Unis ont misé sur cela, donc ils ont perdu. Et ça peut expliquer pourquoi ils ont perdu aussi cette situation. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le cas de la Tunisie, si vous prenez le cas de l'Égypte, il y a un problème pour les États-Unis parce qu'ils ont supporté aujourd'hui, ils ont appuyé les frères musulmans dans ces pays-là, et subitement on voit que ces frères musulmans ne peuvent pas diriger le pays. Donc il y a une dissension interne. Par exemple, si vous prenez le cas de l'Égypte, lorsque le ministre des Affaires étrangères américain Kerry est arrivé, eh bien, les gens de l'opposition ne voulaient pas le voir parce qu'ils ont dit que, bon, vous soutenez maintenant les frères musulmans, nous, on n'est pas d'accord avec ceci.
Et ils ont boycotté aussi les rencontres avec lui. Une autre question, Yitzhak Levanon, dans son discours, Barack Obama avait alors beaucoup mis en avant la dette que les États-Unis, l'Occident de façon plus générale, avaient envers le monde musulman, mais pas forcément ce que les musulmans eux-mêmes devaient faire pour gagner la confiance des Occidentaux. Est-ce que cette confiance existe? Je crois que oui. Je crois que oui, que malgré les difficultés, il y a un certain déclin de l'Occident dans le monde arabe d'aujourd'hui, et plus précisément après le printemps arabe. Il y a un déclin américain ou européen vis-à-vis de l'islamisme qu'on trouve dans ces pays-là, mais il faut mettre les choses dans leurs proportions. Je crois que dans tous les pays arabes, si vous prenez le cas du Maroc, de la Libye, de la Tunisie, de l'Égypte, même d'autres pays, je ne parle pas de la Jordanie bien sûr, ils cherchent l'amitié américaine, oui. Ils ont des critiques sur la position américaine, sur la politique américaine. Mais oui, ils cherchent l'amitié américaine parce qu'ils comprennent que la beurre, elle se trouve là-bas. Si on veut manger des gâteaux, c'est là-bas. On ne peut pas le manger ailleurs. Donc oui, ils cherchent cette amitié avec les États-Unis. On va quitter un instant ces pays du monde arabe dont on parlait pour revenir aussi sur la question des Palestiniens. On a l'impression que Mahmoud Abbas aujourd'hui ne bénéficie plus du soutien de ce monde arabe. Est-ce que c'est l'une des causes actuelles de l'impasse dont on parle dans les négociations? Non, je crois qu'il a le soutien de tout le monde arabe. Mais le monde arabe, il a d'autres problèmes, il a d'autres chats à fouetter. Et parce qu'ils ont des problèmes internes qui sont énormes. Par exemple, l'Égypte, elle continue à appuyer la position des Palestiniens, que ce soit le Hamas ou que ce soit Abou Mazen, Mahmoud Abbas, et les autres pays aussi. Mais ils ont d'autres problèmes. Ils doivent faire face à ces problèmes-là, parce que c'est la réalité. Et vous pouvez parler de la question palestinienne jusqu'à demain matin, mais si vous n'avez pas du pain à donner à 85 millions d'Égyptiens, là c'est un problème. Mais je crois que le problème avec les Palestiniens, c'est que le désir des Palestiniens, et je parle plus précisément de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas, d'arriver à une vraie solution entre Israéliens et Palestiniens. Je crois que la situation, elle est mûre, que ce soit chez les Palestiniens et que ce soit les Israéliens, et le déclic qui manque, c'est au niveau des dirigeants. Bon, les dirigeants israéliens et les dirigeants palestiniens. Je crois que le peuple palestinien, le peuple israélien, il est fatigué, ils veulent trouver une solution. Et cette solution, elle est là, on peut y arriver. Et est-ce que vous pensez que Barack Obama va être l'instigateur de ce déclic? Non, j'en doute parce que les Américains aussi ont leurs problèmes, ils ont de graves problèmes économiques aujourd'hui. Et nous avons entendu que le président Obama ne va pas se mettre, disons, de façon directe et intense dans cette question-là. Il n'arrive pas avec un plan. Oui, il va écouter, il va parler, ils ont une position, et la position américaine ne va pas changer, c'est que seulement les deux parties peuvent arriver à une entente entre eux. On ne peut pas imposer une solution, mais oui, on peut le pousser, par exemple, pour se retourner à la table des négociations. C'est ce que les Américains vont faire. Mais aussi, les Américains, ils ont d'autres problèmes. Ils ont de graves problèmes, disons, dans l'Extrême-Orient. Alors, pour l'instant, l'autre partie avec laquelle les Israéliens ont à dialoguer, elle est représentée par Mahmoud Abbas. Si demain, Mahmoud Abbas venait à quitter le pouvoir, c'est l'inquiétude des Israéliens et des Américains, notamment. Avec qui on dialoguerait? Bon, regardez, moi, je me souviens très bien de la même inquiétude lorsqu'on disait que Arafat va quitter. Bon, Arafat a quitté, Mahmoud Abbas est arrivé. Mahmoud Abbas va quitter, un autre va arriver. Disons que dans le monde, dans la rue palestinienne, il y a des dirigeants, au moins il y a des gens qui pensent qu'ils sont des dirigeants du peuple palestinien. Il y a un processus à faire. Je crois que dans le champ palestinien, il y a une certaine démocratie, disons, dans le système. Il va y avoir des élections, il y aura des candidats, et c'est avec ce candidat-là que nous, on devrait continuer à discuter pour trouver une solution. Un discours d'optimisme pragmatique. Merci Yitzhak Levanon d'avoir été avec nous ce matin. Deuxième partie de cette émission, on rejoint Charlotte Seknazi, le nouveau film d'Atik Raimi, Pierre de Patience, qui est depuis plusieurs jours sur les toiles en France. L'occasion pour nous de parler donc du cinéma afghan avec vous, Charlotte. Bonjour. Bonjour Nathalie. Le cinéma afghan, on a entendu il y a quelques heures l'ouverture d'une chaîne web TV afghane. Donc le cinéma afghan et la télévision, les médias dans leur ensemble qui tentent de remonter, de surmonter la censure. Aujourd'hui, vous venez nous parler du régime des talibans qui, et on ne le sait pas toujours, quand ils sont arrivés au pouvoir en 1996, ont décidé de brûler les films et de s'attaquer au cinéma. Autant dire que le 7e art est particulièrement malmené en Afghanistan.
Tout à fait. Donc, bon, l'Afghanistan, c'est un pays qui a connu les pires totalitarismes, qui est en guerre depuis 30 ans, d'abord communiste, ensuite islamiste. Donc, comme vous venez de le dire, en 1996, les talibans sont arrivés au pouvoir et ont brûlé tous les films, se sont attaqués au cinéma. Mais en 2001, depuis depuis la chute des talibans, on observe une légère amélioration. Voilà, on espère que c'est un début de liberté retrouvée. D'ailleurs, chose étonnante, jeudi dernier, donc c'était autour de la Journée de la femme, il y a eu en Afghanistan le premier festival du film de la femme. Donc une grande avancée pour ce pays dont on connaît les valeurs lourdement dictées par la loi de la charia. Il y a plusieurs cinéastes sur lesquels vous vouliez vous concentrer ce matin. Le premier d'entre eux, c'est le bien connu Atiq Rahimi. C'est ça. Donc Atiq Rahimi qui habite en France depuis 1984 où il a demandé l'asile politique. Et bon, son premier long métrage, donc Terre et Cendres, un film qu'il a réalisé en 2001, un film qui a été primé à Cannes. Et en 2011, il adapte au cinéma son livre Singh et Sabour, Pierre de patience. Donc c'est un livre qu'il avait écrit en 2008 et pour lequel il avait reçu le prix Goncourt. Alors la pierre de patience, une notion avec laquelle en Occident on n'est pas forcément à l'aise, ça veut dire quoi exactement ? Alors donc Singh et Sabour, donc ça veut dire Singh et Sabour. Singh et Sabour, c'est dans la mythologie grecque, dans la mythologie, perse, c'est donc la pierre de patience. C'est une pierre qui est considérée comme magique. Une pierre à qui on raconte tous ses secrets, tous ses malheurs, à qui on se livre, à qui on raconte tout ce qu'on n'ose dire à personne. Et c'est une pierre qui absorbe donc tous ces secrets et qui finit par exploser et à libérer donc la personne de toutes ses peines, de tous ses malheurs. C'est une pierre qu'on aurait aimé avoir chacun dans ses tiroirs. On regarde la bande-annonce, on en reparle après, on reprend un peu nos esprits. ملا گفت بعد 2 هفته شاید بتونی چیزی بگویم بشنوی 16 روز شده هنوز هیچ به جنگ میره فشار است تا نکردم بالاخره همه ما پیدا کرد پیشش مانده هرگاه میتونم باید از من چیز گپ بزن زنگ زبور من تو برای درد آزاد کنی چیزایی که بعد 10 ساله روزی فقط حال میتونیم بتونه از وقتی مریض شدیم همراهش گپ میزنم من چیزو برش میگم حس میکنم سبک میشم بیشی درو بیا کارت چیست؟ چطور نه به من لذت میدم خوب شد که گفتی اگه نی بر تجاوز میکردم چی میخوایی؟ چند؟ تو چی فکر کنی من فاشه نیستم همیشه برات خواهد گفتم و نمیفهمم چی خواهد فکر کردی دیگه چه میخوایی؟ این بچه زود یاد میگیره یک دفعه گرده کفک شدم از خنده زود خودی یادتو انداختم خندم چوب شد دستشو میگیرم سر سینم میمانم لای رانای چیزی نمیگه چرا این گپا رو به تو میزنن زنای دیگه این گپا رو نمیزنن 10 ans de mariage, une pierre de patience et des tabous brisés dans ce film par Atiq Rahimi. Tout à fait. Donc déjà, c'est un film qui est sorti le 20 février en France et qu'il faut vraiment se précipiter pour aller voir avant qu'il ne soit plus sur les écrans, un film incroyable. Donc ce film, il raconte l'histoire d'une femme, une jeune femme. Donc ça se passe dans une maison délabrée à Kaboul, pendant la guerre avec les talibans. Et cette jeune femme veille sur son mari, un héros de guerre qui est plongé dans le coma. Et donc elle va prier tous les jours pour le ramener à la vie et va commencer à lui parler, et à lui raconter finalement, et à se confier à lui, à ce corps inerte plongé dans le coma, comme on se confie à sa Singh et Sabour, donc à sa pierre de patience. Et elle va donc lui raconter tous ses désirs inavoués. Au fur et à mesure, on va découvrir donc l'histoire de cette femme, comment elle a été vendue à cet homme, donc à ce héros de guerre qui est toujours au combat, même pas là le jour de ses noces. Elle va raconter l'histoire de sa sœur, qui a été vendu aussi à un vieillard par son père, un vieillard pour que son père puisse éponger des dettes d'un combat de caille perdu. Et donc on va se rendre compte finalement donc, de l'horreur de la condition de la femme
en Afghanistan. Un moment, l'ennemi va taper à sa porte et elle va lui faire croire que c'est une prostituée, comme on l'a vu donc, dans la bande-annonce, car en Afghanistan, les hommes ont peur de se salir avec des prostituées. Beaucoup d'hommes, ils préfèrent violer, entre guillemets, des femmes pures. Donc la situation de la femme largement remise en cause ici dans ce film. Alors la France comme terre d'accueil pour certains cinéastes, comme Atik Rahimi dont vous venez de parler, d'autres comme Sédic Barmak qui ont eux choisi de rester envers et contre tout dans leur pays en Afghanistan. Oui, alors Sédic Barmak donc, est resté en Afghanistan. C'est un grand cinéaste qui a réalisé son premier long métrage qui s'intitule Osama en 2003, un film qui a été présenté à Cannes, le premier film afghan qui a été présenté à Cannes, pour lequel il a été récompensé, et le premier film afghan aussi post-Taliban. Et donc, c'est un film qui se penche lui aussi sur la condition de la femme en Afghanistan et qui raconte le synopsis angoissant d'une mère qui va travestir sa petite fille en garçon pour pouvoir sortir dans la rue et pouvoir aller travailler. Car il faut savoir que pendant la guerre des talibans, avec les talibans, les talibans ont imposé qu'aucune femme ne sorte de sa maison si elle n'est pas accompagnée de son compagnon légal. Et dans ce film, cette femme est veuve et a perdu son frère, donc elle n'a pas d'autre choix que de travestir sa petite fille. Alors on va regarder la bande-annonce, votre critique juste après. Encore un film engagé, donc là encore on parle des femmes, un bilan. Charlotte, quel avenir pour le cinéma afghan? Écoutez, donc l'avenir du cinéma afghan sera forcément directement lié à l'avenir du pays. Les réalisateurs sont inquiets puisque même s'ils ne sont plus au pouvoir, les talibans sont toujours là et exercent la terreur. Et donc on a peur de ce qui va se passer en 2014 quand les soldats de l'OTAN vont retirer leurs troupes. Merci Charlotte d'être venue ce matin nous parler du cinéma afghan. Et avant de refermer cette édition, un rapide rappel des titres avec le nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou qui a obtenu hier soir l'investiture du Parlement à 2 jours de la visite du président américain Barack Obama en Israël. 68 députés sur 120 ont voté pour ce gouvernement, 48 ont voté contre. Après le vote, les ministres ont procédé à la prestation de serment à tour de rôle devant l'hémicycle avant de se réunir pour le premier conseil des ministres dans l'enceinte même du Parlement. Et les ministres des Finances de la zone euro se sont dit favorables hier soir à ce que les autorités chypriotes abaissent la taxe sur les dépôts bancaires pour les petits déposants, à condition que cela rapporte près de 6 milliards d'euros. Comme prévu, la zone euro ne veut plus taxer les déposants à Chypre ayant moins de 100 000 euros sur leur compte, mais la décision finale reviendra aux autorités chypriotes. Le Parlement doit se prononcer demain sur le plan de sauvetage qui comprend une taxe exceptionnelle et très controversée sur les dépôts bancaires. Et puis cela fait aujourd'hui 1 an, jour pour jour, que le tueur au scooter Mohamed Merah a commis l'horreur en assassinant à bout portant Myriam Monsenego, 7 ans, Jonathan Sandler, 30 ans, professeur au Zaratora, et ses 2 fils, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans. Des centaines d'anonymes sont venus rendre hommage aux victimes innocentes de ce bourreau. Et c'est donc la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre une édition spéciale
spécial consacré justement au meurtre de Toulouse il y a un an, donc le 19 mars dernier. L'actualité continue sur Guisen TV.